Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h23, merci d'être avec nous. Le cœur et l'ouvrage, c'est un essai qui donne des pistes pour trouver 3 milliards de postes d'ici 2030 en s'appuyant sur des secteurs d'avenir. Avec nous pour en parler, l'auteur Pierre Gattaz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire du groupe Radial spécialisé dans les composants électroniques d'interconnexion et on vous connaît puisque vous étiez l'ancien président du MEDEF. Oui, Pierre Gattaz. Alors vous êtes en plein dans notre sujet où on a rejoint votre sujet parce qu'on se souvient que vous aviez lancé le PINS en 2014, 1 million d'emplois. Vous avez été un peu brocardé après, quoi, non ? Ben oui, complètement. En fait, personne n'y croyait, je crois. Donc, à part mes collègues du MEDEF, bien sûr, les entrepreneurs. Bon, l'idée de ce PIN, c'était de dire on peut créer 1 million d'emplois en 5 ans si on fait un certain nombre de réformes sociales, fiscales, de simplification administrative et de compétences formation. Et on y est ? Et la moitié des réformes ont été faites. Entre un tiers et la moitié, entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. On a simplifié un peu le code du travail, on a simplifié un peu la fiscalité qu'on a fait baisser avec les flat tax, etc., suppression de l'ISF. On a amélioré l'apprentissage avec les lois pénicaux. Tout ça a conduit en décembre 2019 à la création de 1 million d'emplois certifiés par l'INSEE. Et je me suis dit, bon, on est en crise Covid, il faut une vision, il faut une ambition. On est tous un peu groggy par la crise. On risque de reperdre 1 million d'emplois malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait à 2000 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quel horizon on peut se donner pour nous tous Français ? Et je me suis dit, viser le plein emploi, c'est pas idiot. C'est 4%. Si on monte à 10% à cause de la crise en chômage, eh bien, chaque fois que vous créez 1 million d'emplois en France, ça vous fait baisser le chômage de 2%. Et moi, ce qui me rend très enthousiaste et optimiste sur ce sujet, c'est que tous nos voisins européens ont réussi à le faire. À l'exception de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce. On est mauvais de la classe. Vous avez les Suisses qui sont à 3% durablement, y compris des jeunes. Vous avez les Allemands qui sont entre 4-5%. Vous avez l'Autriche pareil. Vous avez le Danemark autour de 4%. Vous avez les Tchèques à 2%. Les Suédois, la Scandinavie est entre 4 et 7. Donc je dirais il n'y a aucune raison que nous Français... Qu'est-ce qu'ils pêchent alors ? Ils pêchent que ça fait 40 ans qu'on ne croit pas en l'économie, qu'on ne croit pas en l'industrie, qu'on ne croit pas dans les entreprises, que culturellement on oscille. Et il faut à un moment se dire... L'emploi, en plus, la pleine emploi, ce qui est formidable, c'est un objectif humaniste. C'est du bien-être des gens. Vous savez, viser le plein emploi, c'est donner de l'emploi pour tous, pour les jeunes, pour les gens de l'immigration dans les banlieues, pour les seniors, etc. C'est ça qui est formidable. Et puis chaque emploi crée des richesses pour la France, puisqu'on cotise quand on a un travail, etc. C'est de la dignité humaine, de l'épanouissement, c'est de la liberté. Alors que quand vous êtes au chômage, c'est tout l'inverse. Vous êtes désespéré, vous savez pas où vous allez, vous errez de petit boulot en petit boulot, et puis vous coûtez, puisque un chômeur coûte 20 000 euros. Alors c'est pas de leur faute, mais quand vous regardez le 10% de chômage en France, c'est de la déchéance, c'est du désespoir humain d'abord, et ça coûte cher à tout le monde. Donc je dis, allons vers le plein emploi. C'est humaniste et ce sont des réformes économiques très pragmatiques qu'il faut faire que tous les pays européens qui sont au plein emploi on fait sans révolution. Mais Pierre Gattaz, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a une responsabilité collective en fait de la France en se disant, il y a quelques années, on ne voulait plus d'industrie sur notre territoire. Il y avait une doxa où on disait on n'aura que des emplois dans le tertiaire, l'industrie, on va aller fabriquer et produire ailleurs en Chine, en Europe centrale, et puis nous on consommera quoi. Et bien sûr, il y a eu des modes, le fabless, vous savez, d'un ancien patron d'Alcatel, fabless sans production, et on est tout service. En effet, l'industrie, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est sale. Et tout ça, c'est vraiment des vastes. C'est terrible de penser à ça. Moi, j'étais toujours industriel dans ma vie. J'ai gardé mes 5 usines en France. J'en ai même créé une 5e. Il y en avait 4, il y en a maintenant 5. On exporte à 90%. On essaye de focaliser en France l'excellence, la créativité, l'innovation, les process industriels, la qualité. Tout ça, c'est possible. On peut le faire. C'est le modèle rhénan, c'est le modèle suisse, c'est le modèle allemand. Et bien, on peut le faire en France sans problème. Et moi, j'étais désespéré pendant 20 ans de voir non seulement mes concurrents partir de France, parce que droit du travail trop compliqué, et puis de la fiscalité trop lourde. Allez, on vend et on se barre. Et moi, ça m'a désespéré. C'est pour ça que je me suis battu toute ma vie dans les syndicats professionnels pour aller jusqu'au MEDEF et maintenant Business Europe, pour dire, écoutez,
dépolitisons l'économie et l'entreprise. L'entreprise, c'est l'endroit où on crée des métiers, de l'épanouissement humain, de la dignité humaine. Les gens sont heureux dans les boîtes. Alors il y a des crises à passer, comme celle-ci. C'est pas toujours c'est pas toujours le Club Med, mais globalement, si vous voulez, moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'industrie. C'est un métier génial et on apporte en effet cette dignité, cette fierté à nos collaborateurs et à tout l'écosystème. Et l'industrie, en effet, on voit les pays européens qui ont le mieux marché, qui ont mieux résisté au Covid, d'une façon générale, c'est ceux qui étaient très industriels. Ils ont réussi à faire un peu souverainistes et voilà. Ils ont gardé sans être protectionnistes, parce que le souverainisme c'est une chose. Autonomie, oui. Remettons de l'industrie sur les médicaments, sur l'électronique, sur les semi-conducteurs. Moi, je suis tout à fait d'accord. On a été beaucoup trop loin, mais ça ne veut pas dire protectionnisme, parce que les flux sont mondiaux. On aura besoin de tout le monde. Il faut juste être moins naïf, c'est tout. Moins naïf en disant quand on aura besoin de masques, on sera capable de les faire en France, ou de seringues, on n'a pas tout filé aux Américains ou aux Chinois. C'est juste une question d'équilibre, vous voyez. Et les Chinois raisonnent comme ça, et les encore plus protectionnistes, et les Américains sont très protectionnistes. Donc nous, Français et Européens, on a été cuit les petits oiseaux là depuis 40 ans. La vie est belle, etc. Puis c'est une catastrophe. C'est ce que j'appelle les 40. Et après les 30 glorieuses, il y a eu les 40 piteuses françaises. Mais si vous voulez, je dis ça, mais je pense qu'on a vraiment. Vous tirez une balle dans le pied parce que vous étiez aussi à la tête d'entreprise pendant les 40 ans. Mais si vous voulez, c'est plus en fait pour dire qu'on a des atouts considérables. Et loin de moi de dire on est un pays foutu. Au contraire, j'ai écrit ce bouquin, ça fait le 7e que j'écris sur l'économie, sur l'entreprise, sur le fait que c'est très optimiste, la prospérité économique est là fondamentalement pour apporter de la prospérité humaine et de la prospérité environnementale. Vous voyez, en France, on essaye toujours de dire on va faire du social. Donc très bien, mais tu fais du social comment? Si tu fais du social sans économie, ça ne marchera pas. Tu fais d'abord que les boîtes marchent, elles exportent, elles innovent, et là tu pourras apporter de l'embauche, de l'emploi, de la formation, des bons métiers, des bons revenus à tes salariés. Et c'est ça qu'on n'a pas bien compris encore en France. Et bougez pas. C'est l'économique qui tire le social. Bougez pas, Pierre Gattaz, on revient dans un instant justement. Vous voulez nous en parler, 0826 300 300. Vous cherchez du travail, vous cherchez justement à recruter des gens, vous voulez poser des questions et participer au débat. Directement à Pierre Gattaz. Il est là, parlons vrai sur Sud Radio, mais Jérôme Laverny est resté là aussi. Et jusqu'à 10h, restez là, il est 9h30. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Le cœur et le courage aux éditions du débat public avec Pierre Gattaz qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'il faut changer d'attitude, ce que vous dites un peu dans votre livre, face aux politiques, face à l'État par exemple? Est-ce que c'est une question de mentalité aussi qu'il va falloir changer? Oui, je crois qu'il y a une culture française, si vous voulez, qui a beaucoup politisé l'économie et l'entreprise, alors qu'elle n'est pas politique. Et je crois qu'il faut vraiment faire en sorte que les gens comprennent qui crée l'emploi. L'emploi, c'est les entrepreneurs, ce sont des artisans, ce sont des commerçants, ce sont des PME, ce sont des grands groupes. Tout, il faut leur parler. Moi, je parle beaucoup aux artisans et aux TPE. Et je m'aperçois, si vous voulez, que malheureusement, ils ont encore peur d'embaucher, même s'il y a eu des réformes qui ont été faites. C'est encore coûteux, parce que lorsque vous donnez 15 € net dans la poche de quelqu'un, ça coûte 30 € en charge. Donc, et on est un des champions du monde. Oui, c'est vrai, il y a un petit tableau dans votre livre. Oui, il y a un très bon tableau. Vous avez un coef quasiment de 2 sur le coût du travail en France. On n'est pas très bien placé. Et vous êtes à 1,15 aux États-Unis. Alors, le modèle social américain est très loin de celui de la France. Mais on a un modèle social qui a été renchéri, qui est très bon, mais qui est beaucoup trop cher, si vous voulez. On doit faire aussi bien, mais en gérant les coûts, et je parle aussi des dépenses publiques françaises qui sont aussi où on est champion du monde. On est à 56% du PIB. Quand vous regardez que la Suisse est à 30%, l'Angleterre est à 40%, la Suisse est très intéressante parce que la Suisse, ils ont 3% de chômage des jeunes et de leur population. Ils vivent très bien, ils ont un PIB par habitant qui est 2 fois plus élevé que le nôtre. C'est-à-dire que ils sont pas en train de créer de la misère partout avec ça. C'est difficile de comparer quand même la Suisse et la France. Mais pourquoi? Alors moi je pense que c'est un voisin. Ils sont 6 millions. Oui. Et plus petit pays bénéficiant d'un statut quand même un peu à part, notamment d'un point de vue fiscal, qui a attiré beaucoup de grosses entreprises et de gros sièges qui sont allés là-bas pour des raisons fiscales, qui ont quitté d'ailleurs la France ou d'autres pays. Regardons en détail la Suisse. Ils ont 25% de leur PIB dans l'industrie. Ils ont gardé leurs usines. D'ailleurs, dans mon bouquin,
entretien, je dis qu'un Suisse me disait, tiens, monsieur Gattaz, dans vos villages, vous avez un supermarché. Bah, nous, dans nos villages, on a une usine. Ouais. Ah, non, mais attendez, ils ont tout compris. Ils ont 25% de leur PIB dans l'industrie. Ouais. Donc, ils produisent sur place. Ouais. Et si vous voulez, moi, je pense que c'est ce pragmatisme qui a manqué beaucoup à la France et que j'essaye de pousser dans ce bouquin en disant, qu'est-ce qu'on vise? Le plein emploi, un métier pour tous, un job pour tous? Oui, les gars, allons-y, 2030, 10 ans, c'est possible. Oui, mais Que il vous y a soyez une à gauche, réforme. que vous soyez à droite, c'est ça qu'il faut faire. Il y a une parce que- réforme complète à faire sur la il y a fiscalité, sur plein de choses. Il y a quelque chose à faire. Moi, c'est ce que j'écris dans mon petit bouquin, que j'ai répété pendant 5 ans au MEDEF. Mais si vous voulez, il y en a eu des choses qui ont été faites. Je crois qu'il faut continuer de simplifier notre modèle social, en gardant un certain nombre d'avantages, bien évidemment, mais il faut le simplifier à mort pour que ça coûte moins cher. Il faut que la fiscalité baisse sur les ménages, sur les Français, sur les entreprises. Ça, c'est le problème des dépenses publiques. Il faut être capable de Demain, mieux c'est gérer. peut-être l'inverse, quoi. Même si on nous promet que non, mais compte tenu du quoi qu'il en coûte, il faudra Alors, payer. si Il va y vous avoir voulez, des ardoises. Oui, mais c'est par la croissance qu'on sortira de la crise. Je pense que la croissance va être fondamentale. Troisième chose, en effet, il faut que les compétences, l'apprentissage, qu'on continue de travailler sur les métiers, sur les formations initiales, répondant à des besoins des commerçants, des restaurateurs, des industriels, etc. Et des besoins à venir, donc surtout. il faut raccrocher l'éducation nationale quelque part de l'économie, le plus possible. Alors ça c'est un point central. On l'a évoqué tout à l'heure avec Jérôme Laverny, c'est-à-dire l'orientation des enfants. Parce que bien souvent, tout se joue troisième, ensuite au lycée, etc. Et là, les profs eux-mêmes ne connaissent pas le marché en fait du travail et l'orientation, elle n'est pas complètement au point, quoi. Alors, moi, comment faire je pousse beaucoup et j'ai beaucoup poussé quand j'étais au MEDEF. Mettez-vous bien en face du micro. J'ai beaucoup poussé et d'ailleurs j'ai été content que certain nombre de choses ont été écoutées. J'ai fait avec Régis Marcon notamment, le grand chef cuisinier, qui est un fou de l'apprentissage. L'apprentissage, ça ne doit pas être une voie de désespoir. C'est pas vous avez le choix pour votre gamin entre le redoublement et la voie professionnelle. Ce que disait c'est une Jérôme voie Laverny. d'excellence. En Suisse, 70% des gamins à 2-17 ans sont en apprentissage. Donc ça, c'est fondamental. Si vous voulez, vous apprenez la mécanique. Si vous n'aimez pas la mécanique, au bout d'un mois, ils vous mettent dans la cuisine, ils vous font changer la plomberie, etc. Et surtout, c'est une voie d'excellence qui vous permet de progresser. Vous avez appris les bases d'un métier, et grâce à ces bases, vous êtes bon, vous êtes crédible, et vous vous épanouissez, et vous montez les trucs, et vous devenez chef d'atelier, et vous devenez ingénieur si vous le souhaitez, et vous devenez DG ou PDG. C'est un modèle génial. Et si vous voulez, moi je suis désespéré. Nous, on nous pousse à notre bac, bac, bon, très bien, à bac université, très bien, et puis à 25 ans, des métiers très nobles, mais qui n'ont pas de débouchés sociaux, philo, psycho, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et 25% de chômage des jeunes. Donc moi je pense, si vous voulez, qu'il faut revenir à un système, et là l'éducation nationale et l'économie, les entreprises doivent un peu mieux se comprendre et se connaître. Mais est-ce que la crise sanitaire a pas fait exploser certaines bulles justement de ce qu'on pensait avant? Est-ce qu'aujourd'hui des choses qui se sont accélérées par exemple? Si vous voulez, j'espère, bien sûr, j'espère que cette crise sanitaire a montré que de tout état top-down, ça marche pas, pas toujours. Il y a des moments, il faut prendre des décisions, certes, mais il faut faire confiance aux gens de la base, il faut écouter les gens de la base. Quand vous voulez créer de l'emploi, il faut écouter les employeurs, hein, c'est bête comme tout, mais c'est ça. Et puis, il faut faire confiance aux gens pour qu'ils parlent, pour qu'ils se débattent et pour qu'ils prennent des solutions ensemble. Moi, en mois de mars 2020, dans mes usines, on nous avait demandé de fermer, on a fermé, et puis on a dit avec les salariés, trouvons des solutions pour qu'on puisse garantir que les gens reviennent en toute sécurité. Et bien, 15 jours après, il y avait des plexiglas, il y avait des organisations en 3 équipes, on avait fermé le restaurant, ils venaient avec les sandwichs, etc. On avait mis 15 solutions sur la table qu'on a appliquées. On est resté ouvert et on a pu produire. Ce que j'ai trouvé dramatique en France et encore actuellement, c'est que vous dites tous les restaurants doivent fermer, tous les sports, les centres de sport sont fermés, etc. Et moi j'ai fait 2-3 tribunes dans la presse pour dire mais non, faites du sur-mesure. Il y a des gens qui vont vous garantir que ça marche, ils vont contrôler les gens, etc. Laissez-les ouverts. Ça, c'est l'économie. Ne fermez pas tout comme ça brutalement. Donc ça, si j'avais un petit reproche à faire, c'est ce sujet-là, si vous voulez. C'est faisons confiance aux gens. Oui, et donc il y a trop de lourdeur autour, quoi, qui encadre. Allez, 0826 300 300 des appels. Lionel est avec nous. Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui. Lionel, vous êtes chef d'entreprise, je crois. Oui, tout à fait. Dans le bâtiment, dans quel secteur ? Dans le bâtiment, oui. Une niche du bâtiment, on va dire. Ouais. Alors, quelle est la situation en fait pour vous, et si vous aviez une question à poser à Monsieur Gattaz ou à Jérôme Laverny d'ailleurs, qui est resté aussi avec nous?
Alors moi je partage assez ce qui a été dit, notamment sur les lourdeurs, sur le coût du travail. Quelque chose n'a pas été dit, c'est en fait moi quand j'ai créé ma société, j'ai tout de suite cherché à recruter. Je voulais prendre quelqu'un avec moi pour me donner un coup de main, au moins pour le début. Je me suis heurté de plein fouet en fait à la non-envie de travailler. C'était quelque chose d'assez difficile en fait à comprendre, parce que c'est sûr que c'est des métiers qui sont difficiles physiquement, il faut tenir le coup, mais parallèlement à ça, enfin c'est le job aussi quoi. On gagne pas de l'argent sans travailler, c'est pas possible. Et en fait on se rend compte que les gens ont pas spécialement envie de se bouger, ont pas spécialement envie de travailler. Donc moi très vite ça m'a découragé parce que j'avais pas le temps de m'en occuper plus que ça, c'est-à-dire que quand vous cherchez des gens et que vous y passez des heures et que au final vous prenez une porte parce que la personne dès la première demi-journée elle vous dit non c'est trop dur, non c'est trop dur. Bon, il arrive un moment où vous faites autrement et puis voilà. Donc du coup je suis tout seul, bien malheureusement. J'emploie un ami à moi quand c'est vraiment trop compliqué, qui lui a envie de bosser mais de manière périodique, qui a un autre job à côté. Ce que je veux dire, c'est que je pense que notre système, en fait, on est dans un plein paradoxe. C'est-à-dire que notre système français est extrêmement protecteur. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez avoir un accident de parcours dans la vie et être complètement protégé et pas tout perdre comme aux États-Unis parce que vous avez été licencié et donc c'est une vraie catastrophe. Donc, et c'est un bien, c'est vraiment un bien. Être protégé comme ça a vraiment un sens. Le revers de la médaille, c'est que évidemment, on a tout un tas de parasites, je vais le dire comme ça, qui profitent de ce système et qui préfèrent entre guillemets ne rien faire plutôt que d'aller bosser. Et en fait, c'est là où est le problème. Et c'est pour ça que Pôle emploi, en fait, finalement, est très faible dans cette lutte. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui font tout pour avoir juste leur droit au chômage et puis graviter comme ça. Moi, je l'ai vu. C'est pas quelque chose. Non, mais ça existe. Ce que nous disait Jérôme Laverny. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors je pose la question à Pierre Gattaz et ensuite Jérôme Laverny et vous, Lionel, pour ces personnes, essayer d'avoir de l'accompagnement pour pouvoir les remettre véritablement dans le monde du travail, parce que ça on comprend, ça fait partie d'un des mâles qu'on dénonce bien souvent. Pierre Gattaz. Oui, il y a la réforme de l'assurance chômage qui va permettre peut-être de faire en sorte que le travail soit peut-être quelque chose sur lequel plus valorisé qu'actuellement. C'est vrai que le système est très généreux actuellement. Bon, par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens qui sont en grande détresse parce qu'ils sont au chômage longue durée, et je m'occupe, j'ai lancé une association, Y Croire, pour s'occuper de ces gens-là. Dans la ruralité, je travaille beaucoup avec Maubeuge, Lens et Fourmies, où vous avez 30% de la population qui sont au chômage. Et là, c'est du chômage subi. Et ce sont des gens qui ont perdu confiance en eux. Donc on les redresse, on leur redonne de la pêche, on leur redonne de l'espoir, on leur redonne de l'employabilité quelque part. En leur disant, vous pouvez créer une entreprise, une petite entreprise. En fait, la plupart vont pas forcément créer une entreprise, mais ils vont se redresser, ils vont avoir confiance en eux, ils vont retrouver de la dignité et ils pourront se présenter à un entretien d'embauche. Donc je dirais qu'il y a les deux populations sur lesquelles il faut vraiment travailler. Une population plutôt jeune, etc., qui vont choisir son métier, qui va dire non, c'est trop dur, etc. Ça existe. Et puis il y a une autre population vraiment en grande difficulté sur lesquelles il faut vraiment travailler aussi. Jérôme Laverny, vous qui intervenez beaucoup justement sur les missions emploi, sur ce que disait Lionel précisément, on ne va pas s'attarder dessus, mais tout de même. On ne peut pas extraire le travail de l'intégralité d'une société, philosophiquement parlant, pour employer des gros mots, il faut raccrocher le travail. Et c'est vrai qu'il y aurait un travail à faire précisément, en tout cas une campagne à faire sur la vertu du travail. Voilà. Alors ça paraît comme ça un petit peu vaseux, en tout cas très difficile à pouvoir identifier, mais non, il faut maintenant pouvoir retravailler sur la valeur, le sens, la vertu du travail. Et puis c'est vrai qu'il y a un accompagnement, il faut être très sourcilleux là-dessus. Je pense. Alors, mais ça, c'est pas les chefs d'entreprise, c'est pas Lionel qui peut le faire. Lui, on comprend, perdre du temps pour essayer de convaincre. Mais comme Lionel, il y en a plein qui ne devront pas vouloir prendre un apprenti parce que, par exemple, c'est trop compliqué, y compris du point de vue du comportement. Le diplôme le plus demandé en France, c'est celui du savoir-être aujourd'hui. Tout secteur confondu. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est pas politiquement correct, mais moi, j'ai pas de réticence à le dire. Il y a un marché de la misère en France où, à coup de subventions, tel département, telle région, tel je ne sais quoi, eh bien, on engraine les gens dans des dispositifs longs où le but de la manœuvre est de les faire émarger sur tel ou tel accompagnement complètement ubuesque ferait vraiment tomber à la renverse des petites entreprises. Parce que franchement, il y a à la clé beaucoup d'argent
l'argent dépensé, mal orienté. On parle de formation. Les formations, elles ne coûtent pas si cher que cela. Il y a des CFA qui sont parfois vides dans certains secteurs. Il s'agirait de dépenser plus intelligemment et pas toujours fléché vers ce que l'on appelle des quartiers prioritaires. Le terme en soi déjà dit combien ça va pas du tout. Voilà. Monsieur Gattaz parlait de zones rurales. Il y a un grand travail à faire, y compris sur les zones rurales. Bref, la stratégie est à revoir. Allez, on marque une pause et puis on se retrouve dans un instant parce qu'il est déjà 10h moins le quart. Petite pause et puis on revient avec vous, Pierre Gattaz, et puis nos auditeurs et Cécile, 0826 300 300. Vous êtes parfait, Patrick, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Je vous mets 10 sur 10, à tout de suite. Il est 9h48, il y a de l'optimisme dans cet essai, le cœur et le courage. L'essai de Pierre Gattaz qui est avec nous ce matin. Merci d'être avec nous avec vos appels 0826 300 300 et c'est Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors Laurent, vous êtes chef d'une petite entreprise de voyage, hein, c'est ça. Enfin, je dis petite, c'est peut-être une grande d'ailleurs. Non, c'est une petite, c'est modeste. Bon, votre réflexion et ensuite vos questions aussi, Laurent. Moi j'ai deux réflexions qui me viennent. Il y en a une par rapport à l'emploi. En fait, on assiste à une ubérisation permanente de la société et des secteurs d'activité, ce qui ne donne pas forcément confiance et envie d'entreprendre aujourd'hui et la peur de l'avenir. J'en parle en toute connaissance de cause parce que moi j'agis par rapport à ça. J'ai créé une petite association sur nos agences de voyage par rapport à notre secteur d'activité pour un rééquilibrage en fait des rapports entre les grosses entreprises, les petites entreprises, travailler mieux ensemble, être plus performant. Ça profitera à tout le monde, aux clients et aussi à l'emploi. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est les petits commerces, les petites boîtes comme nous qui créent de l'emploi et pas forcément les grosses structures très, très centralisées. Et ça, c'est un premier point. Et je sais qu'avec mon association, on a eu une très bonne écoute au niveau du ministère. Et on avance et je pense qu'il y a une réglementation pour éviter la précarisation de l'emploi par rapport à ça. Le deuxième point, c'était la formation. Et vous avez dit un truc qui est extrêmement vrai, c'est le savoir-être. Moi, je recrute sur le savoir-être parce que je m'aperçois qu'il y a quand même des faiblesses dans la formation. Il y a des jeunes que j'emploie qui ne savent même pas remplir 2 cases sur un tableau Excel. C'est dramatique, ça. Donc, ça, c'est un truc de fou. Et pour finir, je voudrais lancer un appel à tous les petits patrons comme moi. C'est prenez les stagiaires parce que je reçois énormément de demandes de stage. Les jeunes, ils ont besoin de valider leur année d'études. Moi, dès que je réouvre, je prends des stagiaires, rien que pour les aider à ça. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, moi, après, il ne faut pas abuser, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, ça frappe à toutes les portes et ils n'ont pas de stage et ils ne peuvent pas mettre le pied dans l'entreprise. Et sans mettre le pied dans l'entreprise, on n'a pas beaucoup d'expérience pour ensuite valoriser les compétences et puis les améliorer. Merci, Laurent. Bon courage à vous, parce que je sens qu'il en faut. C'est justement le cœur et le courage de Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, quand vous entendez ce témoignage. Oui, je crois que monsieur a raison. Il y a 3 choses. Il faut plus de solidarité entre les petits et les grands en France, d'une façon générale, que les petits puissent être aidés par les moyens, par les grands, et je crois que, peut-être que ça va venir progressivement, mais cet écosystème est fondamental, et moi je crois beaucoup à ça. Deuxièmement, sur le comportement de certaines personnes à l'embauche, c'est le but de mon association Y Croire, et j'ai bossé aussi avec Moussa Camara sur l'association des déterminés pour des jeunes de banlieue, et on s'aperçoit en effet que les gens n'ont pas forcément les codes, ils arrivent soit de leur ruralité, soit de leur banlieue, ils ont 20 ans, 25 ans, et ils savent pas se présenter. En fait, ils regardent pas les gens dans les yeux, ils arrivent en retard, ils sont bons. Et je crois qu'il faut leur donner les 3, 4, 5 principes de base qui leur permet en quelques journées de reprendre confiance en eux d'une part et de dire mais je vais à un entretien d'embauche et voilà et je pense que c'est possible. En tout cas, on l'a expérimenté dans les déterminés d'une part et par la Fondation Y Croire d'autre part. Ça marche parce que les gens ont conscience de ça. Alors on va pas tous. Mais vous avez parfaitement raison que quelqu'un qu'on voit arriver avec un quart d'heure de retard et s'en foutant, on va pas l'embaucher. Donc ce travail-là est fondamental et il devrait peut-être commencer par l'éducation nationale, etc. Je pense que c'est fondamental. Sauf que bien souvent pour l'éducation nationale, c'est un peu trop tard par rapport à ces jeunes qui sont sortis. Donc il faut d'autres. On en parlait avec Jérôme Laverny. Il faut d'autres organismes derrière qui prennent le relais, Ou l'apprentissage, si vous voulez, l'apprentissage assez tôt, dès la 3e ou la seconde, etc., me permet aussi de rentrer dans des séries de valeurs de l'entreprise, de l'autorité. Les valeurs de l'entreprise sont très intéressantes. Et puis on est en groupe, on est sur un projet, on est sur un objectif. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc je reviens à cette idée de la formation professionnelle qui permet aussi
de travailler là-dessus. Puis le troisième chose, c'est sur les stagiaires. Monsieur a tout à fait raison. Les stagiaires, c'est vraiment génial parce que ça coûte pas trop cher d'une part et on aide des jeunes. Faut pas que ça remplace tous les emplois quand même. Non, mais attendez, on n'est pas là-dessus, pas du tout. En plus, c'est limité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aider des jeunes à connaître une entreprise, à connaître un peu à rentrer dans le monde du travail. Et moi, je crois que plus on prendra de stagiaires, ce qui est une sorte de sas de décompression quelque part entre le monde où on est avec les parents, etc. On n'est pas encore complètement le pied dans le travail et ni dans l'université ou les écoles. Et c'est un très très bon moyen, c'est très souple et moi je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il faut inciter aussi à l'entrepreneuriat? Parce que c'est ça, aujourd'hui, pas mal de gens sont en reconversion là. Beaucoup de gens ont décidé et on regarde les chiffres. Hein. Aujourd'hui, ça grimpe pour une jeunesse. Moi, je crois que c'est très important de dire aux gens vous n'avez pas fait Polytechnique ni l'ENA, c'est pas grave du tout. Il y a plein de gens qui ont réussi. Et si vous avez un rêve d'être indépendant, de créer votre entreprise, créez-la. Alors après, il y a beaucoup de savoir-être dans la création d'entreprise. Il y a la résistance au stress. Et là encore, il y a quelques principes qu'il faut donner aux gens. Le courage dont vous parlez d'ailleurs. Le courage, la ténacité dans l'épreuve, etc. Mais moi, je crois qu'on crée son propre emploi dans un secteur qu'on aime bien en général. Tout ne marchera pas forcément, tout le monde ne réussira pas, mais je crois que ça permet aux gens de se dire tiens, je vais devenir mon propre patron. Alors je serai peut-être tout seul, mais je vais prendre ma liberté en main et ça va fonctionner. Et ce qui permet de gagner en assurance. Et ce qui permet de gagner en assurance, et puis ce qui permet en effet de scoltiner des clients, des fournisseurs, un peu de comptabilité, et puis de mettre la main ensuite dans le commerce, dans des choses un peu plus sophistiquées, et puis ensuite de progresser. Il y a beaucoup d'autodidactes que je connais qui ont commencé comme ça, très simplement, juste par la foi d'être son propre patron. Et moi je crois que c'est une très bonne école. Et si ça marche pas, on a de toute façon acquis un certain nombre de réflexes, un peu à la dure, pour être employable. Parce que l'important, c'est pas l'emploi à vie, c'est l'employabilité qu'on a tout le long de la vie. Beaucoup s'interrogent, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient un petit peu plus anciens, et bien souvent aussi après 50 ans où il y a des problèmes de reconversion, pour savoir, Jérôme Laverny, je me tourne vers vous là pour savoir, mais qu'est-ce que je peux faire en fait demain, où je peux, dans quel secteur il y aura du travail, etc. Est-ce que là on est bien informé aujourd'hui, et où est-ce qu'il faut frapper à quelle porte? Il y a des auditeurs qui sans doute nous écoutent et se disent oui, je voudrais bien, mais je sais pas comment. Il y a manifestement un déficit d'information, d'efficacité dans l'orientation, je le disais tout à l'heure, des élèves dans le système scolaire, mais également des demandeurs d'emploi de manière générale. Dans le témoignage de Laurent, il y avait quelque chose aussi d'intéressant. Il y a une discordance entre le discours politique et la réalité du terrain dans son traitement. Pendant des décennies, on a entendu porter au nu les TPE comme étant le premier employeur de France, et moi je considère que dans la réalité, le traitement qu'il aurait réservé ne correspond pas à ces envolées lyriques. Une chose concrète. Pour le plus grand salon de l'emploi à Paris, puisqu'il s'agit d'emploi aujourd'hui, place de la Concorde, c'est 5 000 € le stand. Alors c'est très bizarre quand même déjà, de demander à des entreprises de mettre à disposition leurs offres d'emploi en les faisant payer. Mais les faire payer à hauteur de 5 000 €, ça veut dire que le premier employeur de France, les TPE, il ne va pas être là. Ce sont des organisations représentatives qui viendront. Que les CFA ont une mauvaise relation avec les entreprises, parce que évidemment, on porte les yeux vers les grandes entités dont il est flatteur d'être partenaire, mais le réel vivier pour les apprentis, il est chez les TPE et on ne les accompagne pas suffisamment. Merci en tout cas Pierre Gattaz, Le cœur et le courage, c'est aux éditions Débat Public. On pourrait continuer sur ce sujet parce que évidemment c'est un sujet vaste. Et comme vous l'avez dit, tout à l'heure, c'est la vie quoi. Entreprise. L'emploi et la vie, sans cela. C'est l'objectif le plus. Le lien social. Le lien social entre le lien social et le lien économique. Si vous voulez, c'est le plus bel objectif qu'on puisse donner, c'est du métier à tout le monde et à des jeunes et aux plus anciens, et par des réformes économiques qui sont tout simplement pragmatiques, qui sont pas politiques, qui sont des réformes économiques de bon sens, en regardant ce qui a été fait autour de nous. Et la solidarité, bien sûr, n'oublions jamais la solidarité. Un dernier petit commentaire, Patrick, je me permets. L'emploi souffre aussi d'un manque d'intérêt médiatique. C'est vrai. Rares sont les émissions comme celle que vous venez de consacrer aujourd'hui, où les questions d'emploi pendant 1h30. Non, mais je pense qu'il faudrait des émissions très concrètes, un petit peu comme les émissions de pâtissiers, etc., pour donner envie d'être pâtissier. C'est moins vendeur d'un point de vue médiatique, et c'est vrai que véritablement il y a aussi de la part des médias un investissement réalisé, et je pense que dans les mois qui viennent, il serait précieux qu'il soit général.